Bonjour à tous. On est lundi 15 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Carmel Jacobo, est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour. Vous savez, ce qui s'est passé hier soir, c'était tout explosait sous nos yeux, dans les esprits, dans la réaction iranienne. On a eu une attaque israélienne contre le Liban. Ensuite, l'Iran a déclaré qu'il allait attaquer Israël, de la même manière qu'il avait d'abord attaqué Doha. Je parle de Beyrouth et de la banlieue sud. Puis les États-Unis ont tout tenté. Ils ont commencé par dire « On va libérer davantage d'avoir gelé, on va lever le blocus, ceci, cela, mais n'attaquez pas Israël. » Et au final, il semble que l'Iran ait obtenu une forme de concession concernant le Liban. Ils ont dit que si nous n'attaquons pas le Liban, alors Israël ou les États-Unis devront faire quelque chose à propos de la situation au Liban, du cessez-le-feu au Liban et de la fin de l'occupation du Liban. C'était une énorme concession, au moins mentionnée dans ce document. Pour l'instant, nous n'avons pas vu ce document. Nous ne savons pas ce qu'il contient. Mais il semble au moins qu'il y soit indiqué qu'Israël doit être contraint de quitter le Liban. C'est ça, le point principal. Et comme nous l'avons dit hier, beaucoup de gens disaient que l'Iran avait peut-être trahi le Liban ou quelque chose comme ça. Mais ça n'est jamais arrivé. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas la relation entre l'Iran et le Liban, ce n'est pas une relation qu'on peut trahir. À mon avis, c'est pratiquement la même chose. Quiconque connaît l'Iran, quiconque connaît le Liban, sait ce que le chef du Conseil de sécurité iranien a dit hier. Le Liban, c'est notre âme. Voilà à quel point le Liban est important. Je pense que si c'était l'Iran, si une partie de l'Iran était sous une forme d'occupation, ils auraient réagi de la même manière, à mon avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Liban, on voit des gens heureux qui rentrent chez eux dans le sud du pays, à Nabatie et dans d'autres villes. Les Israéliens, eux, sont toujours là. Ils essaient d'y rester. Je crois qu'ils ont frappé 2 ou 3 ports dans le sud du Liban, juste pour montrer qu'ils sont encore présents, qu'ils gardent une certaine autorité sur place. Mais ce qui se passe, globalement, comme les médias israéliens essaient de le présenter, c'est une énorme perte pour Israël, ce qui vient d'arriver. Et je ne vois pas, parce qu'en Israël, on a le sentiment que la situation évolue sans participation israélienne. C'est un accord entre l'Iran et les États-Unis. Israël n'a pas pris part aux négociations, ils n'ont pas participé aux discussions. Et si vous avez vu les informations, ces 3 ou 4 derniers jours, ils ont essayé d'espionner l'administration américaine parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait dans les pourparlers. Il semble que très peu de personnes, au sein même de l'administration, connaissaient le contenu ou les grandes lignes des discussions entre les deux parties. Quelle est votre analyse, colonel, de ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement la preuve que l'Iran a l'avantage dans ce conflit. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on voit aussi ici qu'Israël n'acceptera pas le résultat des négociations. Depuis les années 50, la politique constante d'Israël, c'est de maintenir l'implication militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Israël change de politique, pour une raison ou une autre. Parce qu'en étant aussi agressif envers ses propres voisins, Israël sait très bien qu'il ne pourrait pas résister à une attaque générale, une attaque commune contre lui. Il a donc besoin des États-Unis. Et comme Israël n'a pas renoncé à cette idée d'une politique de sécurité fondée sur l'offensive, sur la confrontation en somme, il a besoin de la présence américaine dans la région. Et donc, ils vont concentrer tous leurs efforts pour pousser les États-Unis à rester dans la région. Cette situation a aussi été aggravée par le fait, après ce qui s'est passé à Gaza, non seulement l'image,
mais aussi l'état d'esprit du monde entier à l'égard d'Israël a profondément changé. Le monde entier déteste Israël. Cela veut dire qu'Israël comprend maintenant qu'il doit de plus en plus compter sur la protection américaine. Mais on se retrouve dans une sorte d'impasse. Israël crée sa propre menace, puis demande la présence des États-Unis. Et en même temps, les États-Unis ne veulent pas se retrouver empêtrés dans cette situation. Je veux dire, ils ont attaqué l'Iran parce que selon leur évaluation, pas une évaluation des services de renseignement, mais celle de Trump, l'Iran allait s'effondrer en quelques jours. Donc, ça a été une victoire courte et facile. Et c'est pour ça que les États-Unis se sont engagés là-dedans. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont complètement mal compris et sous-estimé la situation, et ils essayent de se retirer. Le problème, c'est que la situation a tellement changé que les États-Unis se retrouvent à nouveau, disons que Trump est toujours assis entre deux chaises. D'un côté, il voudrait se retirer. De l'autre, il ne veut pas abandonner Israël. Et Israël, à ce niveau-là, a un certain pouvoir sur les États-Unis. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont clairement les perdants dans toute cette affaire. Israël a compris que le président Trump est probablement l'un des présidents les plus faibles qu'ils aient jamais eus, et c'est pour ça qu'ils ont réussi, pour la première fois, à convaincre un président américain d'attaquer l'Iran. Aucun autre président n'a fait ça, parce qu'ils comprenaient tous la situation. Le seul qui ne comprend rien, c'est celui qui décide tout à l'instinct, pas avec la tête. Et les Israéliens l'ont bien compris. Donc le grand perdant dans toute cette affaire, c'est les États-Unis. Ou plutôt, ce sont les États-Unis. Israël, lui, ne perd pas complètement. Oui, s'ils doivent se retirer du Liban et tout ça, ce sera une situation défavorable pour Netanyahou, mais pas pour Israël. La sécurité d'Israël sera renforcée s'ils se retirent et s'ils respectent le droit international. C'est ça que les Israéliens doivent comprendre. Leur sécurité s'améliorera s'ils suivent le droit international. Mais ça, en revanche, n'améliorera pas la situation de Netanyahou. Ici, on voit des intérêts qui divergent entre Netanyahou et ses proches d'un côté et Israël en tant que pays de l'autre. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Netanyahou agit selon ses propres intérêts personnels, pas selon ceux du peuple israélien ni de l'État d'Israël. C'est un point essentiel. Mais le grand gagnant dans toute cette affaire, c'est l'Iran. Et ça aussi, c'est très important à comprendre. Les Américains commencent d'ailleurs à le réaliser. Il y a un autre élément qui confirme cette situation. Pour une raison ou une autre, Trump agit contre la montre, alors que l'Iran, lui, a le temps. Vous savez, l'Occident a la montre et l'Iran a le temps. C'est tout le dilemme ici. Pour l'Iran, ce n'était pas un problème d'attendre et d'obtenir un accord cohérent avec les États-Unis. Ils pouvaient patienter, continuer la guerre dans une certaine mesure, parce que la politique de sécurité de l'Iran n'est pas fondée sur l'agression. Mais malgré tout, ils ont le temps d'attendre, tout en frappant Israël aussi fort qu'ils le peuvent. Et en réalité, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le conflit reprendra tôt ou tard. Ne vous laissez pas tromper par le protocole d'accord ou d'autres arrangements du même genre. Israël n'acceptera jamais cela, quel que soit l'accord, et à un moment donné, ils reprendront le conflit. La question, c'est de savoir comment les États-Unis vont réagir à cela à l'avenir et quel type d'obstacles l'Iran peut créer grâce à ces accords pour freiner l'implication américaine dans la région. C'est tout l'enjeu. Mais le conflit reprendra. Israël continuera de frapper l'Iran. Et donc, du côté iranien, on comprend bien que, comme je l'ai souvent dit, l'Iran aura tôt ou tard besoin d'une victoire décisive contre Israël pour parvenir à la paix. Tant qu'Israël ne comprendra pas
que sa sécurité dépend du respect du droit international, il continuera d'attaquer ses voisins, y compris son voisin lointain, l'Iran. Et sur cette base, Israël restera une menace pour la région, y compris pour l'Iran. Mais l'Iran a les moyens de répondre. Et la seule réponse qui pourrait, selon lui, amener la paix, ce serait une victoire décisive sur Israël, quoi que cela veuille dire. Est-ce que ce serait une destruction totale? J'espère que non, mais au moins une destruction importante du système de commandement et de contrôle. Je parle aussi bien du commandement politique que militaire. D'ailleurs, probablement plus politique que militaire. Et c'est comme ça qu'Israël devra réagir. Donc, on sait que sur le long terme, tout ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une étape dans la bonne direction, mais que ça ne réglera pas le problème. C'est, je crois, très important de le comprendre. Il semble qu'ils vont signer le protocole d'accord, le MOU, à Genève, vendredi, et que ce sera organisé par le Pakistan. Je trouve ça incroyable que ce soit en Suisse, mais accueilli par le Pakistan. Mais avant d'arriver à vendredi, je pense qu'on va voir beaucoup de combats de ce genre dans le sud du Liban, comme ce qu'Israël fait en ce moment, comme on en parlait. Le problème, colonel, c'est que, du côté des États-Unis, Donald Trump a tout fait, absolument tout, pour Israël jusqu'à présent. Je pense que c'est pour ça qu'il a décidé, finalement, il a épuisé toutes les possibilités. Les manifestations, les émeutes, la pression économique, l'envoi d'armes aux Kurdes, ces terroristes du Kurdistan irakien. Et juste avant de venir en direct, il y a un nouveau groupe d'Al-Qaïda qui a annoncé son existence. Ils sont au Kurdistan irakien. Ils sont prêts à combattre l'Iran. Et ils ont tout fait. Avec l'attaque contre l'Iran, il n'y a plus rien d'autre dans quoi les États-Unis puissent vraiment s'impliquer. Mais Israël, vous avez parlé d'Israël. Si Israël attaque l'Iran, ça veut dire que les États-Unis devront les aider. Sans les États-Unis, ils ne pourront pas mener une attaque significative contre l'Iran. Ils peuvent frapper l'Iran, oui, mais ce ne sera pas une attaque d'envergure. Et l'Iran va réagir. On connaît le système de défense aérienne iranien. On connaît les capacités du système israélien, à la fois défensives et offensives. Ils ne seront plus dans la même situation qu'avant le début de cette guerre. C'est la nouvelle équation dans la région. Et je ne sais pas combien de temps les États-Unis veulent encore rester là-bas pour les aider dans ce genre de guerre sans fin. Bon, il faut faire attention ici. Évidemment, quand on parle de guerre conventionnelle, si je peux dire ça comme ça, je ne suis pas sûr que la guerre entre l'Iran et Israël ou les États-Unis ait vraiment été conventionnelle. Mais disons qu'elle s'en rapprochait plus que ce qu'on voit par exemple à Gaza ou au Liban. Dans tous les cas, bien sûr, dans une telle situation, il y a un équilibre des forces. Ça inclut les systèmes de missiles, de défense aérienne ou antimissiles balistiques, les systèmes de commandement et de contrôle, et tout le reste. Et dans ce jeu-là, on a bien vu que l'Iran, comme je l'ai déjà dit, a clairement l'avantage. Alors vous avez mentionné Trump et les États-Unis, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent dans la région, la France en particulier, et elle cherche à s'appuyer sur les milices kurdes. On pourrait même dire des mercenaires, parce qu'ils achètent simplement ces milices pour aller combattre en Iran. Ils les forment, ils les arment, et ainsi de suite. Donc, si on regarde l'ensemble, et j'ai écrit plusieurs livres sur les groupes armés dans le monde, en particulier ceux qui sont en Irak, en Syrie et ailleurs, on voit une véritable constellation de groupes militants. L'Irak essaie maintenant de les regrouper sous l'autorité du ministère de la Défense. Il tente donc de rassembler ces milices chiites dans une structure organisée, avec, disons, un commandement et un contrôle stratégique, plutôt que des actions dispersées menées par différents groupes. Quoi qu'il en soit, tous ces groupes existent bel et bien.
All these groups do exist. They are not completely united. Ils ne sont pas complètement unis sur le plan doctrinal ou idéologique. Il y a de légères différences et ainsi de suite. Donc on ne va pas entrer dans les détails. Mais il y a d'autres groupes, et surtout les Kurdes, qui réclament toujours leur propre État. Et bien sûr, c'est une forme de levier que l'Occident et les pays occidentaux, en particulier la France a d'ailleurs été particulièrement active dans la lutte, en menant une opération secrète contre l'Iran, en soutenant le terrorisme en Iran et ce genre de choses, utilisent avec les Israéliens et les Américains d'ailleurs. Donc ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a aussi certains pays européens, et d'autres encore, impliqués dans ce conflit pour soutenir les Kurdes et déstabiliser l'Iran. Et bien sûr, quand on parle de missiles balistiques et de tout ça, on a vu que l'Iran avait une défense crédible et de vraies capacités dans ce domaine. Quand il s'agit d'insurrection ou d'éléments subversifs, c'est une autre histoire. C'est un autre type de situation. À titre personnel, je pense que l'Iran aura aussi l'avantage dans ce genre de conflit. Mais ça va continuer. Je veux dire, ce qu'on a vu en janvier de cette année, ces émeutes qui, en réalité, étaient soutenues par l'Occident, armées par l'Occident, financées par l'Occident, et même sur le plan du récit et du soutien politique, appuyées par l'Occident. Voilà ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, récemment, une de ces bases kurdes a été attaquée par un militant chiite en Irak. Et il y a eu des militaires français qui ont été tués. Et ces militaires formaient les Kurdes à attaquer en Iran. Donc ça va continuer. Et ça veut dire que même si le règlement qu'on va voir aujourd'hui, avec ce protocole d'accord, et l'accord qui viendra plus tard, parce que le protocole d'accord, c'est pas encore l'accord en lui-même, il prépare simplement le terrain pour un véritable accord de paix à venir, qui devrait inclure la question nucléaire et tout le reste. Eh bien, tout ça, ce n'est que la surface des choses. Mais je suis convaincu que l'Occident va continuer à chercher à déstabiliser l'Iran par des actions clandestines. Et ça va continuer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'on essaie de résoudre maintenant, c'est seulement la surface des choses. Probablement la partie la plus destructrice, la plus visible et d'une certaine manière la plus dangereuse. Parce que c'est celle qui pourrait dégénérer en guerre régionale. Peut-être pas une guerre mondiale, mais au moins une guerre régionale. Cette partie-là pourrait sans doute être réglée grâce à toutes les démarches diplomatiques qu'on voit en ce moment. Mais le reste, lui, va continuer. Ça veut dire que la guerre contre l'Iran ne s'arrêtera pas. Et c'est très important de le comprendre. Israël ne cessera jamais d'attaquer l'Iran. Jamais. Sauf si, et j'espère que dans les négociations, l'Iran aussi, je ne parle pas du protocole d'accord, mais plutôt de ce qui viendra ensuite. L'Iran, j'espère qu'ils vont inclure ça, parce qu'encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste la surface des choses. Il y a bien plus derrière. Tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années, l'Iran a été constamment attaqué par l'Occident. Et avec l'espionnage et tout ce qui va avec, il y a régulièrement des gens ordinaires arrêtés pour espionnage en Iran. À mon avis, dans une certaine mesure, ce ne sont sans doute pas des espions à la James Bond, mais ce sont quand même des espions, dans le sens où ils sont utilisés pour influencer certaines choses, pour approcher des groupes d'opposition. Ils participent à des actions de subversion en Iran, et ça concerne tous ceux qui ont été arrêtés récemment. Ils ont été libérés parce qu'au fond, l'Iran a sans doute estimé que la situation était plus ou moins sous contrôle. Mais ce genre de choses va continuer. Oui, ça va continuer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes donc dans une situation où il y a deux conflits qui ont en réalité la même cible,
l'Iran. Et nous essayons de résoudre celui qui est le plus visible, mais l'autre restera. Israël jouera un rôle clé dans tout ça. C'est pour cette raison que je le répète. Pour qu'il y ait la paix, à un moment donné, l'Iran devra obtenir une victoire décisive sur Israël. À vous de définir ce que décisive veut dire. Mais ce sera nécessaire. Oui, ce sera nécessaire. Et je pense que les Iraniens en sont conscients. Voici ce qu'ils ont rapporté dans les médias iraniens sur First News en Iran. Ils disent que le protocole d'accord stipule, comme je l'ai mentionné, on n'a pas le texte. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de fuite venant des médias iraniens. D'après eux, la gestion future des services maritimes dans le détroit d'Ormuz sera décidée par l'Iran et Oman. Et quand ils parlent de services maritimes, en réalité, ils parlent surtout du système de redevance qu'ils vont mettre en place. Mais ce système ne sera pas appliqué tout de suite, parce qu'ils précisent qu'ils n'accepteront le passage libre des navires que pendant 60 jours. Donc il y aura 60 jours sans aucun droit de passage ni péage. Et après ces 60 jours, ils mettront en place un nouveau système qu'ils appellent, selon les versions, une taxe environnementale ou des frais de service, quelque chose dans ce genre-là. Et ces frais devront être payés par quiconque voudra utiliser ou traverser le détroit d'Ormuz. Ce serait donc une sorte de frais d'entretien, comme ils l'appellent, si je ne me trompe pas, et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà négocié le mois dernier avec Oman. Oman a d'ailleurs annoncé qu'il allait aussi instaurer une taxe environnementale. C'est en quelque sorte le reflet de ce que l'Iran va faire de son côté, ce qu'on appelle, d'après ce que j'ai lu, des frais d'entretien. Mais en réalité, c'est destiné à l'entretien des côtes, du littoral et de la mer dans cette région. Il faut bien comprendre qu'il y a des milliers de superpétroliers, de pétroliers et de cargos de toutes sortes qui transitent dans cette zone, qui est en fait très petite. Et évidemment, cela pose des problèmes de pollution, des questions environnementales et tout ce qui va avec. Et ça, probablement, ça demande. Enfin, de ce point de vue-là, ce n'est sans doute pas injustifié. En plus de ça, je pense que l'Iran envisage cette redevance. Enfin, c'est pas vraiment une redevance, disons plutôt un entretien. Je ne sais pas exactement quel est le terme juste ou le terme légal. En tout cas, il voulait aussi que cet argent serve à reconstruire ce que les États-Unis ont détruit sur l'île de Keshm et sur d'autres îles, où les Américains ont, par exemple, détruit des installations de dessalement d'eau ou endommagé des infrastructures de stockage de pétrole. Donc il faut tout remettre en état. Ça fait partie de la reconstruction rendue nécessaire par les actions et les frappes militaires américaines et israéliennes. Il y a donc une certaine justification derrière tout ça. Le problème, et c'est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand on regarde, je ne sais pas exactement quels sont les 14 points finaux, mais d'après ces 14 points publiés par Mer News, cette agence iranienne, on peut supposer que l'accord final en découlera ou qu'il sera plus ou moins aligné dessus, au moins en partie. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que le détroit d'Ormuz est devenu aujourd'hui presque la question principale pour les États-Unis, alors qu'en février, le détroit d'Ormuz était totalement libre. Ça montre aussi que les États-Unis se sont eux-mêmes acculés à une situation qu'ils ont créée. Et c'est vraiment étrange parce qu'on a fait exactement la même chose. On a fait la même chose en Irak, en Afghanistan, en Ukraine. Partout où l'Occident est intervenu, il s'est retrouvé coincé dans des situations qu'il n'a plus su gérer à un moment donné. Et aujourd'hui, les États-Unis ont à peine la main sur ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Russie, en Ukraine. On est en guerre, bien sûr, mais ce qu'on constate, c'est que la Russie prend l'avantage. La Libye aussi,
C'est un exemple de situation qui a complètement échappé à tout contrôle. La migration déclenchée par ces interventions est, elle aussi, totalement hors de contrôle en Europe. Bref, on s'est piégé nous-mêmes. Tous ces conflits ont provoqué des réactions que personne n'avait prévues. Personne n'avait imaginé que les choses évolueraient dans cette direction. Et aujourd'hui, tous ces sujets deviennent des enjeux essentiels. All these issues become essential issues when you talk about what's happening today in the UK. Quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, en France, il y a eu aussi un vote hier en Suisse sur la limitation de l'immigration. C'est un sujet en Allemagne, en France, dans tous les pays. Et cette immigration, elle a été déclenchée précisément par ces actions menées par l'Occident. D'où viennent les migrants? Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, de Libye, de tous ces pays-là. Autrement dit, on crée nous-mêmes des situations qu'on est ensuite incapables de gérer. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'Iran maintenant. Ce protocole d'accord illustre parfaitement la stupidité de ces va-t-en-guerre que nous avons en Occident. Ils ne savent même pas pourquoi ils veulent faire la guerre. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils veulent juste le faire. Mais quand on les écoute, on se rend compte qu'ils n'ont même pas d'objectif clair. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent atteindre. C'est exactement la même chose avec Israël d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment à obtenir avec l'Iran? Ils ne peuvent pas occuper l'Iran. Ils ne peuvent pas s'emparer de ses ressources. Ils veulent détruire l'Iran, mais ils n'y arriveront pas non plus. Alors, quel est exactement le but d'Israël? Au Liban, on peut supposer que, comme ils l'ont fait dans d'autres parties de la région, ils veulent prendre le contrôle du territoire. C'est pour ça qu'ils appliquent ce qu'ils appellent la doctrine de Rafah. Cette doctrine consiste à raser toutes les localités du sud du Liban, exactement comme ils l'ont fait à Rafah, dans le sud de Gaza. Vous savez, ils ont tout rasé. Littéralement, tous les bâtiments ont été nivelés. Et maintenant, ils font exactement la même chose au Liban. Mais ce n'est pas une doctrine, ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir avec ça? Est-ce qu'ils pensent vraiment que les habitants expulsés de leur village ne reviendront pas les réclamer ensuite? Franchement, c'est tellement puéril. Et c'est juste de la brutalité pure. Une brutalité sans intelligence. Intelligence au sens du cerveau, pas au sens militaire, comme on l'a dit. C'est donc très difficile de comprendre ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Et ça, c'est particulièrement vrai pour Israël. C'est un petit pays. On voit bien les limites d'un pays aussi petit, entouré de pays beaucoup plus grands. Heureusement, ces pays-là ne sont pas aussi agressifs qu'Israël. Mais si un jour ils devenaient aussi agressifs qu'Israël l'est aujourd'hui, Israël disparaîtrait en quelques jours. Et c'est probablement ce qui va se passer d'ailleurs. Ça peut arriver. Israël doit en être conscient. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ils pensent avoir la supériorité. Ils s'attendent toujours à ce que les États-Unis se sacrifient pour eux. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais aujourd'hui, Israël est tellement méprisé dans le monde que plus personne ne veut mourir pour Israël. Il y a sans doute 50 ou 60 ans, les gens l'auraient fait. Mais aujourd'hui, non. Personne n'a envie de mourir pour Israël. Je veux dire, on perdrait son honneur à mourir pour Israël aujourd'hui, parce qu'on ne meurt pas pour un pays qui a un bilan aussi mauvais en matière de droits humains. Ce manque de compréhension de la situation stratégique m'étonne toujours. Et c'est vrai pour Israël évidemment, mais aussi pour l'ensemble des pays occidentaux. Karl, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, affirme que Tsahal restera indéfiniment dans des zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour protéger les frontières et les colonies. Le Premier ministre Netanyahou suit la même ligne politique et ils disent clairement qu'ils ne comptent pas se retirer. Je ne sais pas quelle pourrait être la solution pour Israël. À mon avis, la seule issue
c'est une opération militaire. Beaucoup de gens sont en colère contre Israël aujourd'hui. Peu importe ce que fait la Turquie ou ce que fait l'Arabie saoudite, l'opinion publique est totalement opposée à Israël. Tu avais dit que ce moment viendrait si Israël continuait à agir de cette façon. Tout le monde finirait par attaquer Israël, ou au moins par le critiquer ouvertement. Et à ce moment-là, je pense que ce serait un énorme, vraiment énorme problème pour Israël s'il décide de continuer à agir de cette façon. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont fait le maximum. Ils ont utilisé tout le pouvoir que l'Occident pouvait mobiliser pour soutenir Israël. Maintenant, imaginez simplement l'occupation au Liban, en Syrie. La Syrie, c'est important. Le Liban aussi, c'est important. Gaza, on parle de 80% de Gaza. Ils veulent occuper 80% de Gaza. La Cisjordanie, elle, est en train de disparaître peu à peu de la scène, parce qu'ils envoient toujours plus de colons en Cisjordanie. Voilà la réalité. Et selon vous, est-ce que tout ça va se décider au final sur le champ de bataille? Ou bien est-ce que le droit international peut encore faire quelque chose, peut partager une partie du fardeau de ce qui se passe? Eh bien, voilà tout le dilemme. Vous savez, vous avez mentionné le Liban et vous avez cité exactement ce que le ministre de la Défense Katz vient de dire. Comme vous l'avez rappelé, ils vont rester juste derrière cette soi-disant ligne jaune qu'ils ont décidé de façon totalement arbitraire. Enfin, cette fameuse ligne jaune, colonel, elle a un peu bougé, elle s'est un peu élargie. Mais bon, dans tous les cas, l'idée, c'est que cette ligne a été fixée unilatéralement par Israël. Ce qui est intéressant, c'est que le sud du Liban, précisément la zone aujourd'hui occupée par Israël, depuis la frontière sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie, c'est la zone de déploiement de la FINUL. La FINUL, c'est une mission de maintien de la paix, une opération de casque bleu. Et là-dedans, il y a un contingent français très important, mais ils ne font rien. La raison, le but de leur présence, c'est justement d'empêcher ça. C'était précisément pour obliger Israël à rester en dehors du territoire libanais. C'est ça, la logique derrière la FINUL. Mais est-ce que ça entre en ligne de compte à un moment? Non. Vous avez, il y a plusieurs opérations de maintien de la paix dans la région d'Israël. Il y a aussi celle dans la région du Golan. Il y en a plusieurs. L'ONUST, la FINUL en fait partie. Il y en avait, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas tout en tête maintenant. Mais il y a au moins 3 ou 4 opérations de maintien de la paix. D'ailleurs, les plus anciennes de ces missions sont liées à Israël. Mais quand Israël agit comme il le fait, ça veut dire qu'il ne respecte pas le droit international. Vous avez mentionné la Cisjordanie, par exemple. La Cour internationale de justice a clairement indiqué, dans son avis adressé à l'Assemblée générale le 19 juillet 2024, que toute la présence israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza est illégale. Elle a aussi précisé qu'Israël devait quitter cette... Désolé de vous interrompre. Est-ce que ces pays de la région pourraient former une sorte de force pour faire appliquer ce que vous venez de dire sur le droit international? Ils doivent quitter Jérusalem-Est. Ils doivent quitter la Cisjordanie. Militairement, il faut les y contraindre. Bien sûr qu'ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas, parce qu'au Conseil de sécurité, il y a évidemment les États-Unis, et les États-Unis refuseront. Mais en théorie, le Conseil de sécurité pourrait le faire. Il y a probablement plus d'une centaine de résolutions de l'ONU qui condamnent Israël pour ses actions et pour l'occupation de différentes parties des territoires qu'il contrôle, y compris son comportement dans ces territoires. Donc, il existe déjà de nombreuses résolutions qui iraient dans ce sens. Le problème, c'est que les États-Unis refusent. Et surtout, on voit aussi, et on l'a encore vu récemment,
que le Royaume-Uni et la France s'opposent eux aussi à ce genre de langage, disons plus ferme, de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en théorie, ce serait tout à fait possible. Est-ce que nos pays voudraient vraiment œuvrer pour la paix? Est-ce qu'ils chercheraient à assurer la survie d'Israël? Oui, ils le feraient. Le problème, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à une vision à long terme. Encore une fois, il n'y a pas de réflexion à long terme en Occident. C'est toujours opportuniste, à court terme, tactique, mais jamais stratégique. Si on avait raisonné de cette façon, on aurait empêché Israël de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et Israël serait bien mieux intégré dans sa région. Il aurait moins de problèmes avec ses voisins et moins de problèmes de sécurité. Vous savez, quand on se met tout le monde à dos, quand on tue des enfants, quand on détruit des hôpitaux, quand on tue de façon systématique et qu'on vise délibérément des civils, comment peut-on espérer vivre en paix? Ce n'est pas possible. Israël a tout fait pour être détesté dans cette région. Et pour contrebalancer ça, Israël devra faire énormément d'efforts. Mais ils ne sont pas prêts à le faire. Donc on va continuer comme ça. Et je prédis, je dirais même avec tristesse, même si peut-être ce serait finalement bénéfique pour la région, je ne sais pas. Mais tristement, je dirais qu'Israël, s'il continue sur cette voie, finira par disparaître. Parce qu'à un moment donné, même aujourd'hui, les Américains commencent à hésiter à soutenir Israël. Ils se rendent compte que leur allié n'en est plus vraiment un. Israël ne peut pas être un partenaire parce qu'il agira toujours pour ses propres intérêts, jamais pour le bien du partenariat. Ce n'est pas un partenaire possible. Et les Américains commencent à le comprendre. Alors, quel est l'intérêt? Si on regarde l'histoire, il était logique de soutenir Israël pendant la guerre froide, parce que la plupart des pays arabes voisins étaient liés, d'une manière ou d'une autre, à l'Union soviétique. Israël représentait donc une sorte de poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Et pour cette raison, ce soutien avait du sens. Mais aujourd'hui, si on se place d'un point de vue purement économique ou même géopolitique, il serait plus avantageux de soutenir des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran plutôt qu'Israël en réalité. Alors, quel est l'intérêt de continuer à soutenir Israël? Rien du tout. Il vaut bien mieux être allié ou partenaire de l'Iran ou de l'Arabie saoudite. Eux, ils ont de l'énergie. Ils ont un vrai potentiel industriel. On a vu que l'Iran a sans doute un potentiel intellectuel et académique même supérieur à celui d'Israël. Alors à quoi bon? Si on commence à regarder les choses sous cet angle, on peut remettre en question son alliance. La seule raison pour laquelle on soutient Israël, c'est à cause de l'histoire de la guerre froide et parce qu'il y a beaucoup d'élites en Occident qui sont sous influence. Et c'est très fort quand on regarde des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis. Ces gouvernements sont sous influence. Ils n'agissent pas de leur propre initiative. On les pousse à agir de cette manière. Et ils n'ont pas la liberté de le faire autrement. Et c'est triste, parce que ces forces, qu'elles soient politiques ou d'un autre type, qui influencent notre gouvernement, agissent selon leurs propres intérêts. Elles n'agissent même pas dans l'intérêt d'Israël. L'intérêt d'Israël, ce n'est pas d'occuper le Liban, le Golan ou d'autres territoires. L'intérêt d'Israël, c'est de vivre en paix avec ses voisins. C'est ça qui devrait être l'objectif ultime de tous ceux qui soutiennent Israël. Qu'Israël puisse vivre en paix avec ses voisins. Ce devrait être le but final. Et pour cette raison, ils devraient aussi s'opposer à ceux en Israël qui utilisent l'armée de leur pays pour servir leurs propres intérêts. C'est exactement ce que fait Netanyahou. Il ne le fait pas dans l'intérêt d'Israël. Il le fait pour lui-même,
pour son propre bénéfice, parce qu'il veut rester en place et qu'il ne peut pas se permettre de quitter le pouvoir. Vous savez, c'est une situation vraiment étrange. Et c'est aussi lié à cette relation très particulière qu'Israël entretient avec l'Occident et à la relation tout aussi particulière que l'Occident entretient avec Israël. Tout cela fait partie de cette image d'Israël qui se dégrade en Occident. Comme vous l'avez dit, on a vu récemment qu'Israël essaye d'intervenir dans les élections un peu partout, en France, au Royaume-Uni et ailleurs. Je veux dire, en France, un rapport récent souligne qu'auparavant, on disait que c'était la Russie qui s'ingérait. Et maintenant, on a des rapports de la même institution qui affirment, eh bien, qu'en réalité, c'était Israël qui avait tenté d'interférer. Tout ça contribue à la mauvaise image qu'Israël a aujourd'hui. Et vous savez, la réaction d'Israël, au lieu de remettre en question sa propre politique étrangère et sa politique de sécurité, ça a été de faire l'inverse, de redoubler d'efforts. Et si on regarde récemment, Israël a augmenté son budget de communication. Je parle de relations publiques et de tout ce qui va avec, en passant, je crois, de 250 millions à 750 millions de dollars. Ça veut dire qu'on approche du milliard, uniquement pour la communication. Et ça montre bien qu'Israël a besoin de redorer son image. Le problème, c'est que s'il agit mal, il pourra dépenser des milliards en communication sans que ça change quoi que ce soit. La seule façon d'améliorer la situation, maintenant, c'est de comprendre que son intérêt n'est plus de continuer la guerre, mais sans doute de s'aligner sur les autres nations des Nations Unies dans le cadre du droit international. C'est la seule voie pour qu'Israël obtienne une paix durable, une présence stable au Moyen-Orient et un développement harmonieux avec les pays de la région. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ils resteront en guerre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que certains pays, l'Iran à ce stade, ont le pouvoir de détruire Israël d'un simple claquement de doigts. Israël, désolé, mais ça peut basculer en un claquement de doigts. Et c'est exactement ce qui pourrait finir par arriver si Israël ne comprend pas ce point précis. Karl, je pense que le vrai problème pour l'Occident, c'est qu'il s'est fabriqué une image d'Israël comme d'une démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient. On dit qu'ils sont très avancés, que leur technologie est la meilleure, que leur société est la meilleure, et qu'ils sont le pays le plus puissant de la région. Mais tous ces arguments, un par un, sont en train de s'effondrer avec le temps. Israël n'est pas la seule superpuissance du Moyen-Orient. Israël n'a pas la meilleure économie. La bourse se porte bien, oui, mais seulement parce qu'elle suit, d'une certaine façon, la dynamique du marché américain. C'est la seule raison, à mon avis. Mais sur le plan militaire, ils ne peuvent pas produire de missiles, ni d'intercepteurs. Ils fabriquent, disons, des dispositifs d'espionnage, des équipements de surveillance. C'est ça, en gros, le complexe militaro-industriel israélien. Ils produisent, voilà, ce genre de choses. Ne vous laissez pas tromper. J'ai travaillé dans les achats, et à l'époque, on a souvent envisagé du matériel israélien, même si je peux dire que c'était au milieu des années 90. J'étais responsable d'une entité d'approvisionnement au sein de la défense israélienne. Et déjà à ce moment-là, j'avais des supérieurs qui me disaient « On regarde Israël juste pour évaluer leurs capacités techniques. Mais il n'est pas question de faire des affaires avec un pays qui a institutionnalisé la torture. » Ça remonte à 30 ans. Mais le fait est qu'on a quand même essayé d'évaluer certains équipements. On cherchait du matériel de déminage et d'autres choses de ce genre. Ils avaient des solutions intéressantes, mais ce n'est pas aussi prometteur qu'ils le prétendent. Vous avez un équipement bien meilleur, certes plus cher aussi. Eux, ils sont très bon marché, et c'était sans doute leur plus grand avantage à l'époque.
Leur matériel est bon, mais pas au niveau de ce qu'on trouve en Occident. Ne vous laissez pas tromper par ça. On l'a vu, par exemple, avec le système Arrow ou le système Iron Dome. CAS, il ne fonctionne pas comme il le devrait. En réalité, l'Iron Dome, pourtant largement salué et mis en avant, fait l'objet depuis son introduction de nombreuses critiques en Israël même, parce qu'il a connu beaucoup d'échecs. Lot of criticism against the system because it was failing. It was not even effective against those Hezbollah. Ce n'était même pas efficace contre le Hezbollah. Non, pas le Hezbollah, pardon. Enfin, probablement aussi le Hezbollah, mais surtout le djihad islamique palestinien, le JIP, et la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, qui ont commencé à tirer des roquettes sur certaines colonies dans le sud d'Israël. Et le dôme de fer n'a pas été très efficace contre ça. Donc, dès le départ, même si ce système a été largement salué, en réalité, il n'est pas aussi performant qu'on le dit ou qu'on le prétend. Et on l'a bien vu avec les différentes frappes menées par l'Iran. En fait, la plupart de ce que les Iraniens ont vu intercepté par Israël, c'était précisément les systèmes que la stratégie iranienne avait prévu de faire intercepter. In the Iranian strategy, they sent those equipment in order to attract. Ils ont envoyé cet équipement pour attirer les missiles du dôme de fer, pour les saturer. Et ensuite, une fois que tous ces missiles ont été épuisés, les Iraniens sont arrivés avec les vrais missiles qu'ils voulaient envoyer. Ça veut dire que tout cet équipement, aussi bien dans son usage tactique, la façon dont on l'emploie sur le terrain, si vous voulez, que sur le plan technique, n'était pas adapté à ce type de conflit. Autrement dit, il ne faut pas surestimer les Israéliens. Le Merkava, par exemple, qui à la fin des années 70 était présenté comme un nouveau concept de char, parce qu'il a le moteur à l'avant, ce qui offre une certaine protection à l'équipage. Eh bien, ça comporte aussi beaucoup d'inconvénients. Par exemple, comme le moteur est à l'avant, il y a des interférences thermiques, des effets de chaleur qui perturbent l'imagerie thermique des tireurs. C'était acceptable dans les années 70, à une époque où on n'utilisait pas encore l'imagerie thermique comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est devenu un inconvénient, et ainsi de suite. Le concept du Merkava était sans doute adapté à une situation très précise, l'utilisation des chars sur le plateau du Golan. Normalement, les chars ne sont pas faits pour combattre en terrain montagneux, mais c'était justement l'objectif du Merkava, et pour ça, ça fonctionnait probablement bien. En revanche, il s'est révélé désastreux face à Gaza, et tout aussi désastreux dans le sud du Liban. Et on voit bien le nombre de Merkava détruits par les drones du Hezbollah. Ça montre que ce genre d'équipement a été conçu pour un usage très précis et qu'il n'est pas adapté à des situations de combat différentes ou marginales. Donc, il ne faut pas surestimer les capacités d'Israël. C'est aussi quelque chose qu'on répète souvent en Occident, en associant Israël à la démocratie, à la haute technologie, à la Startup Nation et tout ça. Mais c'est pas tout à fait ça. Ils reçoivent beaucoup de financement des États-Unis et ça leur a permis de développer parfois du matériel intéressant, des technologies, ce genre de choses. Mais honnêtement, on pourrait faire bien mieux en Occident si on le voulait vraiment. Et vous voyez, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Russie, on constate que les Russes font encore mieux et pour beaucoup moins cher que ce que font les Israéliens. Et l'Iran, c'est un très bon exemple. L'Iran est sous sanction depuis environ 50 ans. Ils ont réussi à construire leur propre complexe militaro-industriel. Ils ont pu développer du matériel qui répond aux standards internationaux. Et regardez le succès du drone Shahed, que tout le monde essaie de copier aujourd'hui. Les Russes, évidemment, produisent leur propre version du Shahed à grande échelle. Et maintenant, les Américains ont fabriqué leur propre copie du Shahed, qu'ils appellent le système Lucas.
La version américaine est presque identique. Yes, exactly. It's a copy. Oui, Just exactement. stupid copy C'est of une the copie. first variant. Une simple copie stupide de la première version du Shahed d'ailleurs, parce qu'entre-temps le Shahed a évolué. Il a maintenant beaucoup plus de capacités et d'autres améliorations de ce genre. Mais en gros, les Américains ont juste reproduit exactement le même design. Et il y a aussi d'autres pays qui ont commencé à lancer leur propre copie du Shahed. Donc ça veut dire que, et c'est une technologie très simple d'ailleurs, pas sophistiquée, mais parfaitement adaptée à son objectif. Vous voyez, si vous avez un drone suicide, c'est complètement absurde de fabriquer un drone qui coûte des milliards, puisque de toute façon, vous allez le perdre. Donc, le principe du design, c'est de réussir à combiner la fonction, le coût et l'adéquation à l'objectif. Et c'est exactement cette combinaison que l'Iran a su atteindre. Vous voyez, il ne s'agit pas de fabriquer le drone le plus sophistiqué ou le plus cher. Il faut simplement qu'il remplisse sa mission, point. Et pour ça, il doit rester abordable. C'est ce que les Iraniens ont réussi à faire. On observe d'ailleurs la même chose avec les missiles hypersoniques, une technologie que les Américains ne maîtrisent pas encore totalement, et évidemment pas les Israéliens non plus. Cela montre bien que l'idée selon laquelle Israël serait technologiquement très avancé, supérieur à tout le monde, est largement exagérée. Ce n'est pas le cas. Ils ont des capacités, comme d'autres pays. Je pense que mon pays, par exemple la Suisse, a aussi certaines capacités, mais clairement pas de quoi soutenir une politique de sécurité fondée sur la confrontation militaire. Et c'est exactement le problème d'Israël. Il faut donc, à mon avis, à la fois en Israël, mais aussi en Occident, je veux dire, parmi les amis d'Israël, réévaluer toute la relation entre Israël et ses voisins. Et je pense qu'Israël n'est probablement pas encore assez mûr pour le comprendre, parce que Israël, et Netanyahou en particulier, est tellement obsédé par l'Iran, par ce genre de choses, et par le Hezbollah, qu'il n'y a aucune chance qu'ils y parviennent seuls. Mais nous, je pense que les pays occidentaux, s'ils sont bien conseillés, devraient aider Israël à comprendre cette position. Au lieu d'encourager des solutions militaires en Israël, ils devraient l'encourager à adopter une véritable politique de sécurité fondée sur la coopération avec ses voisins. Vous savez, on en parlait tout à l'heure et on a commencé cette discussion, enfin pas toute la discussion, mais votre question, à partir de cette idée de zone de sécurité. La raison d'être du Hezbollah, c'est justement la présence d'Israël sur le territoire libanais. Donc si on crée ce genre de zone tampon sur le territoire libanais, ce serait une justification supplémentaire pour le Hezbollah de continuer à exister. Donc, si Israël était sage, il établirait sa zone tampon en dehors du territoire libanais, le long de la frontière verte, la ligne verte. C'est de fait une frontière, pas de droit, mais de fait. C'est la ligne d'armistice de 1949. Et le long de cette ligne, Israël pourrait mettre en place une zone tampon avec tout l'équipement qu'il souhaite, mais en laissant le territoire libanais libre. Ce serait la première condition pour que le Hezbollah réduise ses forces. Tant qu'il y aura un seul Israélien sur un seul mètre carré du Liban, le Hezbollah maintiendra sa présence. Il a été clairement dit, et je l'ai répété plusieurs fois sur votre chaîne, que dans l'accord de Taïf de 1989, il était précisé que le Hezbollah pouvait exister tant qu'il y avait la menace d'un ennemi extérieur. À l'époque, on pensait aussi que la Syrie pouvait représenter une menace. Mais aujourd'hui, ce n'est sans doute plus le cas. En tout cas, cette menace extérieure, aujourd'hui, c'est essentiellement Israël. Si cette menace disparaissait, le Hezbollah n'aurait plus aucune raison d'exister.
Vous voyez, Israël crée ses propres menaces, factuellement. Ce n'est pas une interprétation. Ils créent de fait leurs propres menaces. Parce que maintenant, le Hezbollah est considéré comme la principale menace pour leur sécurité. Mais si Israël quittait complètement le territoire libanais, le problème serait réglé. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Thank you.